bienvenue sur Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, notre sujet est sur l'Empire du Maroc. Du rayonnement au déclin, comment le Maroc a perdu son influence au XIXe siècle. En 1777, l'empereur du Maroc fut le premier à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1788, l'Amérique signa le premier accord international de son histoire avec l'empereur du Maroc, établissant un traité de libre-échange. Ce geste visait à renforcer la position du Maroc sur la scène internationale. Cependant, moins de 20 ans plus tard, en 1820, le pays passa d'une puissance respectée à un État vulnérable dont les grandes puissances se disputaient l'influence. Que s'est-il passé durant ces 2 décennies pour que le Maroc perde son statut de puissance régionale et entre dans une ère de déclin qui dura 150 ans ? Pour répondre à cette question, il est essentiel de revenir sur l'accession au pouvoir de Moulay Slimane et les décisions qu'il prit. Avant d'entrer dans le sujet, une remarque s'impose, bien que nous évoquions ici des décisions influencées par des interprétations religieuses, il ne s'agit pas d'un débat théologique, mais bien d'une lecture historique des événements. Sidi Mohamed Ben Abdallah, le souverain qui reconnut l'indépendance des États-Unis, avait négocié des accords avec la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède et le Danemark. Sous son règne, le Maroc était un pays puissant et influent. À sa mort en 1790, une crise de succession éclata, qui dura 1 an et demi, avant que Moulay Slimane ne s'impose sur le trône. Moulay Slimane n'était pas un roi ordinaire. C'était un érudit formé à Al-Qarawiyyin, profondément versé dans l'école de pensée malékite. Il publia plusieurs ouvrages religieux et débattait régulièrement avec les savants de son époque. Cependant, sa vision politique fut marquée par une lecture rigoriste des textes religieux, l'amenant à adopter une politique isolationniste. Dès son accession au pouvoir, il mit fin au commerce extérieur sous prétexte de préserver la pureté religieuse du pays. Il interdit l'importation de machines étrangères et bloqua l'exportation des ressources agricoles marocaines. Or, le début du XIXe siècle coïncidait avec la révolution industrielle en Europe, qui transformait les nations occidentales en puissance économique et technologique. L'interdiction du commerce extérieur affaiblit donc considérablement l'économie marocaine, paralysant les activités des commerçants et des agriculteurs. Un autre événement marquant de son règne fut sa décision de déclarer la guerre aux États-Unis en 1802. À cette époque, un conflit opposait la marine américaine aux corsaires ottomans en Libye, un affrontement sans lien direct avec le Maroc. Pourtant, sur la base d'une fatwa émise par les érudits d'Al-Qarawiyyin, Moulay Slimane décida d'attaquer les navires américains en Méditerranée. La marine marocaine ouvrit le feu sur les Américains au large de Gibraltar, malgré l'existence d'un traité de paix entre les 2 nations. Stupéfaits, les États-Unis crurent d'abord à une erreur, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un acte hostile délibéré. Ce fut l'une des premières guerres de l'histoire des États-Unis, connue sous le nom de la Première Guerre de Barbarie. Finalement, c'est l'Angleterre qui dut intervenir pour négocier une résolution pacifique du conflit. En 1808, Napoléon Bonaparte envahit l'Espagne, déclenchant une guerre généralisée en Europe. Dans ce contexte, l'Espagne proposa à Moulay Slimane un marché exceptionnel, la restitution de Ceuta, Melilla et d'autres territoires marocains en échange d'une coopération économique. Les Espagnols avaient besoin de fournitures agricoles et de chevaux pour soutenir leur effort de guerre contre Napoléon. Toutefois, au lieu de saisir cette opportunité historique, Moulay Slimane soumit la proposition aux savants d'Al-Qarawiyyin, qui émirent une fatwa refusant l'offre sous prétexte que toute collaboration avec des chrétiens était interdite. Ainsi, le Maroc perdit l'occasion de récupérer des territoires stratégiques et de renforcer son économie. Cette série de décisions fondées sur une interprétation rigide de la religion contribua à l'isolement du pays et à son affaiblissement progressif. En quelques décennies, le Maroc passa d'une puissance respectée à un État marginalisé, en proie aux ingérences étrangères. Ce tournant dans l'histoire du Maroc illustre comment des choix politiques, motivés par une lecture spécifique des textes religieux, peuvent avoir des conséquences géopolitiques désastreuses. Le règne de Moulay Slimane fut ainsi marqué par une série de décisions qui précipitèrent l'entrée du pays dans une ère de déclin qui dura plus d'1 siècle. Le texte de la fatwa ne recommande pas une telle action. L'obligation ici est d'être prudent et de rechercher l'intérêt suprême, évitant ainsi que ces pressions ne soient exploitées.
Il existe une interdiction stricte concernant la vente d'armes, de sel et d'autres équipements de guerre à ceux qui nous combattent. Certains considèrent cela comme une aversion ou une interdiction légale. Sanaa a déclaré que quiconque fournit des armes aux polythéistes est complice du sang des musulmans. Abu al-Hassan a ajouté que vendre de la nourriture en période de trêve est toléré, mais non en dehors de celle-ci, et que quiconque vend des armes n'est pas un véritable croyant. Ainsi, il est interdit de leur vendre des chevaux, des armes, des objets de luxe, de la soie, du cuivre, ou même des vêtements non fonctionnels. Maury Suleiman s'est opposé à la récupération de Ceuta, Melilla et des îles voisines, s'appuyant sur cette fatwa. Pourtant, même des groupes comme l'EI et les talibans ont commercé avec des infidèles. Les savants d'Al-Qarawiyya ont formulé des décisions controversées, notamment en refusant l'allégeance des habitants de Tlemcen sous prétexte qu'ils avaient déjà prêté serment aux Ottomans. Cela aurait permis de récupérer la ville sans guerre, mais au lieu de cela, les Ottomans, informés de cette tentative, ont envoyé des troupes janissaires, opprimant violemment la population. Les savants d'Al-Qarawiyya, en se querellant sur des questions minimes, ont retardé le progrès du Maroc. Pendant 20 ans, ils ont débattu sur l'interdiction du sucre, qui était autrefois une richesse majeure du pays. Des fatwas absurdes ont été émises, allant jusqu'à interdire le savon, les bougies et le carburant sous prétexte qu'ils venaient de pays mécréants. D'autres interdisaient les vêtements importés d'Europe sous prétexte que les infidèles les avaient touchés. Certaines fatwas absurdes allaient même jusqu'à interdire la peinture bleue sur les maisons, considérée comme un acte de reniement religieux. 2 fatwas en particulier ont causé des ravages. L'une interdisait les médicaments importés d'Europe sous prétexte qu'ils étaient fabriqués par des infidèles, privant ainsi la population de traitement. L'autre condamnait la quarantaine comme une innovation sans fondement religieux. Ce rejet des mesures sanitaires a contribué à la propagation de la peste entre 1802 et 1810, causant la mort de centaines de milliers de Marocains. Ce conservatisme a persisté jusqu'aux années 1950. Certaines fatwas interdisaient l'électricité, la photographie et le phonographe. Un savant, Muhammad al-Mamin ibn al-Fadil al-Shanketi, considérait même la voiture comme la bête de l'Apocalypse, la rendant illicite. Ces doctrines rigides ont été exploitées par la France pour asseoir son contrôle colonial, notamment lors de l'exil de Mohamed V et l'instauration de Ben Arafa. La plus grande catastrophe causée par ces fatwas fut l'interdiction de l'imprimerie pendant 150 ans. Alors que le monde entier imprimait livres et connaissances, le Maroc restait figé dans la transmission manuscrite. Résultat, en 1912, lorsque la France colonisa le pays, 99,99% des Marocains étaient illettrés, et aucun livre imprimé n'existait sur le territoire. Les erreurs politiques et économiques de l'époque ont coûté cher au Maroc. Après la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, les grandes puissances se sont tournées vers l'expansion coloniale. Au lieu de tirer parti de cette situation pour renforcer son influence, le Maroc s'est isolé et s'est fait de nombreux ennemis parmi les puissances européennes. Un leadership visionnaire aurait pu permettre au pays de s'impliquer dans le commerce international et d'étendre son influence en Afrique et en Amérique du Sud. Au lieu de cela, l'autarcie et le refus du progrès ont précipité le pays vers la colonisation et la perte de territoire. En conséquence, le Maroc a perdu plus de 70% de son territoire, victime des erreurs de Maury Suleiman et de certains savants religieux. Pourtant, l'islam qui avait permis l'expansion des Almoravides, des Almohades et des Saadiens n'était pas en cause. C'étaient les mauvaises interprétations et l'influence de ceux qui prétendaient détenir la vérité qui ont plongé le pays dans l'obscurantisme et l'isolement. Les mauvaises personnes au mauvais moment. L'histoire nous montre que certaines décisions, prises par les mauvaises personnes à des moments clés, peuvent condamner un pays à des siècles de stagnation. Si nous prenons aujourd'hui l'exemple d'un érudit extrémiste rédigeant des fatwas contre toute forme de modernité, nous pouvons constater à quel point de telles idées ont freiné le développement du Maroc. Des choix guidés par le pragmatisme et une vision stratégique pourraient mener le pays sur une toute autre trajectoire. L'interdiction de l'imprimerie en est un exemple frappant. Alors que l'Europe avançait rapidement vers la modernité grâce à la diffusion du savoir, le Maroc, en refusant cette innovation, s'est enfermé dans un carcan dogmatique. Lorsque la France a finalement introduit l'imprimerie, le retard était déjà considérable. Privé d'un accès rapide à l'information et à l'éducation, le pays s'est retrouvé vulnérable aux influences extérieures et à la colonisation.
De la même manière, l'interdiction du commerce avec l'Europe a privé le Maroc d'opportunités cruciales en matière de richesse et de technologie. Tandis que d'autres nations prospéreraient en développant des relations équilibrées avec les puissances européennes, le Maroc, en se repliant sur lui-même, s'est appauvri et affaibli. Ce refus d'ouverture a également réduit son influence dans la redéfinition des alliances mondiales, entraînant la perte de territoire et une dépendance croissante vis-à-vis des puissances étrangères. Les conséquences de cette fermeture au progrès ont été dramatiques sur le plan sanitaire. Les fatwas interdisant l'importation de médicaments européens et la mise en place de mesures sanitaires, comme la quarantaine, ont eu un impact dévastateur. Pendant que d'autres nations adoptaient des stratégies pour lutter contre les épidémies, le Maroc restait paralysé par des interdictions absurdes, laissant sa population succomber à des maladies évitables. L'opposition à l'électricité illustre également ce rejet du progrès. Comment un pays peut-il espérer se développer en refusant des avancées technologiques essentielles ? En repoussant exclusivement l'innovation, le Maroc a non seulement ralenti son propre développement, mais il a aussi offert aux puissances coloniales l'opportunité d'exploiter son retard pour asseoir leur domination. Ce contraste est particulièrement flagrant lorsque l'on compare le Maroc des grandes dynasties du passé almoravide, almohade, saadien à celle de Moulay Souleymane. Autrefois empire puissant et expansionniste, le pays est devenu un territoire affaibli par des décisions dogmatiques et irrationnelles. Ce n'est pas la religion en elle-même qui est responsable de ce déclin, mais bien l'interprétation rigide et rétrograde qu'en ont fait certains érudits de l'époque. L'histoire nous apprend que les nations prospères sont celles qui savent s'adapter, innover et saisir les opportunités. Le Maroc aurait pu être un acteur majeur sur la scène internationale s'il avait fait le choix de l'ouverture au commerce, à l'éducation et aux nouvelles technologies. Au lieu de cela, il s'est enlisé dans des décisions qui ont compromis son développement, facilitant ainsi son assujettissement aux puissances étrangères. Aujourd'hui, alors que nous regardons en arrière, il est essentiel de tirer des leçons de ces erreurs passées. Le Maroc ne peut plus se permettre de reproduire ces mêmes schémas. Son avenir repose sur sa capacité à embrasser le progrès, à favoriser l'innovation et à promouvoir une éducation qui libère les esprits plutôt que de les enfermer dans des dogmes dépassés. Il est temps de rompre avec cette mentalité de rejet et d'adopter une approche plus ouverte et dynamique pour bâtir un avenir prospère.